Comme prévu, on se retrouve pour le direct, sauf que, magie de la télé, nous ne sommes pas en direct. Comment vous parler d'un championnat du monde masculin sans recevoir la championne du monde féminine, Pauline Ferrand-Prévot, avec qui nous avons passé une semaine merveilleuse, une très belle soirée, ça se voit, et qui ne pouvait pas être avec nous en direct cet après-midi parce que tout à l'heure, elle sera l'invitée de Céline Giraud dans Stade 2. Pauline, quelques heures après votre victoire, après votre titre, est-ce que vous réalisez? Non, je réalise toujours pas. Seulement là, en rentrant à l'hôtel, voir voilà, tout le staff de l'équipe de France, tous ces gens me féliciter. Là, je commence à me dire que je l'ai fait. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous le ressentez comme ça? Ouais, c'est clair. Hein, voilà, un peu quelques heures après la course, je sais que j'ai fait quelque chose, mais ouais, je pense que dans quelques jours, je réaliserai un peu plus. Alors, on va regarder la course masculine. En tout cas, le final. Vous êtes bien placé pour nous parler de ce fameux circuit. Ouais, c'est un circuit très usant. Je pense que voilà, il faut pas trop se montrer en début de course. Moi, je me suis un peu cachée durant toute la course et voilà, j'ai su être opportuniste et je pense pour les garçons, ça pourrait arriver en un sprint massif. Tactiquement, vous avez été très maline? Ouais, je pense que j'ai essayé d'être intelligente. Laurent Jalabert, le championnat du monde, c'est une course d'un jour, c'est une course longue, c'est forcément tout le temps une course particulière, tous les ans. Oui, on est en fin de saison, les coureurs sont prêts, mais fatigués quand même. 254 km, c'est long, plus de 4000 mètres de dénivelé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fort pourcentage sur ce parcours. Donc ça va être usant, mais ça reste accessible et abordable pour bon nombre de coureurs, et notamment les sprinteurs qui peuvent espérer, pourquoi pas, un sprint massif. Cependant, il y a quand même une bosse tout près de l'arrivée, à 5 km, qui peut servir de tremplin à des garçons comme Cancellara, dont on parle beaucoup d'ailleurs, Valverde, Guerrans, enfin voilà, des garçons très en forme en ce moment et qui font figure de favoris. Et les Français? Bien sûr, les Français, je vous l'ai dit, Bouhanni pour le sprint, et on l'espère d'ailleurs que ça puisse se regrouper. Mais s'il y a une course de mouvement, on a aussi des garçons intéressants, avec Tony Galopin notamment, qui a gagné la classique de Saint-Sébastien l'an passé, qui est très en forme aussi et qui, à mon avis, va trouver un terrain qui va lui convenir. Vous êtes comme nous, vous êtes impatient de retrouver le direct. On espère que Pauline va inspirer un coureur français. Ils sont 9 au départ, dirigés par Bernard Bourreau. Parce que forcément, un maillot arc-en-ciel, c'est quelque chose de très particulier. Comment vous pourriez le définir en quelques mots? Ouais, il y a tellement de mots pour le définir que je ne saurais pas tous y citer, mais ouais, c'est vraiment magique et extraordinaire. Merci Pauline, à bientôt, ça j'en suis sûr, parce que vous avez déjà un beau palmarès à 22 ans. Mais c'est pas fini, on vous recevra avec grand plaisir sur France Télévisions. Place au vrai direct. Et le vrai direct, c'est à 47 km de l'arrivée, c'est-à-dire à un peu plus de 2 tours et demi. La tête de course se situe dans cette première difficulté lorsque l'on a quitté le centre-ville de Ponferrada où est située l'arrivée. 4 km de montée, 2 km de faux plat, c'est surtout très usant. Et vous constatez bien qu'il y a pour l'instant un peloton qui s'organise. La bonne nouvelle du jour, en dehors de l'arrivée d'une averse, il a plu pendant le tiercé, pendant que nous étions à Vincennes. Le soleil est de retour, mais la route est toujours humide, ce qui est toujours un peu embêtant compte tenu des 2 descentes assez délicates qu'il y a sur ce circuit de Ponferrada. La bonne nouvelle, c'est que dans ce peloton qui est en train de se reformer, eh bien, il y a 8 des 9 coureurs français au départ. A priori, il ne manque que Geoffrey Soupe, l'habituel poisson pilote de Nasser Bouhanni. Un Nasser Bouhanni très en forme, une équipe de France, Laurent Jalabert, très en forme. Alors avant, vous situez la course, il y a un homme en tête qui est parti il y a de cela une dizaine de kilomètres à peine, c'est Tony Martin, le triple champion du monde du contre-la-montre. Il a perdu son titre cette semaine, battu par Bradley Wiggins, le grand retour du Britannique. Et puis juste derrière, voici le groupe de chasse, un groupe de chasse avec 11 coureurs, pas de coureurs français, et le peloton un petit peu plus loin derrière. Alors on s'est dit que Tony Martin était parti pour faire le contre-la-montre de sa vie, sauf que l'écart maximal, le voilà l'homme de tête, le voilà le coureur allemand, le voilà Tony Martin. Il a eu 25 secondes d'avance et depuis maintenant un petit moment, bien dans cette côte, dans cette fin de côte, il est en train de perdre un petit peu de temps sur le groupe de chasse. Oui, faire un effort solitaire sur ce type de parcours et sur ce type d'épreuve surtout, si loin de l'arrivée, ça relève de l'exploit incroyable, improbable. Mais connaissant le bonhomme, et on se souvient en le voyant, sa chevauchée fantastique dans les Vosges sur le dernier Tour de France, dans l'étape de Mulhouse, on craint forcément du côté du peloton. On connaît la force de Tony Martin, on sait que même s'il a été battu en chrono, il est en forme, sa deuxième place en atteste, et du coup on l'a pris au sérieux. Et les Australiens, eh bien, pour la première fois du jour, sont passés aux commandes du peloton.
pour contrôler la course, bien sûr pour Simon Gerrans. Et voici d'ailleurs les coureurs australiens. Ça a chauffé là, on vient de vivre les 2 derniers tours à allure vraiment très très rapide, un peloton très étiré, de nombreuses cassures et Tony Martin s'en est allé dans une descente alors que le groupe de 12 s'était constitué. Et bien entendu tout seul, ce sera une mission très compliquée à mener à son terme, avec succès en tout cas, puisque dans le peloton il reste tous les grands favoris de ce championnat. Les Australiens avec Rory Sutherland, Adam Hansen. Le peloton a beaucoup diminué. 203 coureurs au départ ce matin. Voilà l'homme de tête, Tony Martin. Alors que si sur la ligne d'arrivée, la route est en train de sécher, eh bien en haut de la côte, il continue de pleuvoir a priori. Tony Martin, 10 victoires déjà en 2014. Très déçu mercredi de la perte de son titre de champion du monde. Le grand retour du vainqueur du Tour de France, du champion olympique du contre-la-montre, l'anglais Bradley Wiggins. Il n'y a pas eu photo. On sait que le Britannique est un homme de coup, hein, les Britanniques qui ont un homme dans le groupe de chasse avec Peter Keno. On rappellera que Christopher Froome est là, mais le peloton est en train de revenir. Hein. L'accélération, en tout cas le train mené par l'équipe d'Australie, est en train de ramener le reste, en tout cas le peloton, puisque c'est désormais le peloton, ce qu'il en reste, c'est encore important, sur les 12 hommes de tête, parce qu'en fait ils sont 12 en chasse, pointés désormais à 15 secondes de l'homme de tête Tony Martin. Le voici dans cette descente. Alors le revêtement est humide, elle est déjà difficile, on a vu plusieurs chutes, hein. Il y a eu beaucoup de courses cette semaine. On a vu des chutes chez les espoirs, on a vu une chute chez les filles aussi importante qui a mis une vingtaine de filles par terre. Oui, la partie finale de ce championnat du monde, là, voilà, de ce circuit est particulièrement délicate, avec notamment une chaussée mouillée aujourd'hui. On les voit, les trajectoires sont tendues, hein. C'est une descente très rapide ici, on ne se rend pas bien compte de la vitesse, mais 71 km/h. Et forcément ça descend en file indienne. Voilà pour quelle raison il faut absolument, en tout cas il faudra dans le dernier tour rouler le plus possible à l'avant, parce qu'il peut y avoir des cassures. La moindre faute d'un coureur et c'est directement le peloton qui est scindé en plusieurs parties. Et voici le virage dangereux au bas de la descente où ont lieu, se sont produites plusieurs chutes dans les courses des amateurs et des filles notamment. Vous parlez des filles, la transition est facile. On était avec elle hier soir, elle a pris l'avion, elle sera à Paris dans quelques minutes. Elle sera ce soir dans Stade 2. C'est bien sûr avec une chute, justement, on en parlait. Et on revient sur l'homme de tête. 43 km de l'arrivée pour Tony Martin, pas très bien placé la voiture. Mais c'est une voiture de l'organisation. Voilà le peloton dans ce fameux virage. Vous parliez des filles. Vous savez que cette semaine se disputaient les championnats du monde du contre-la-montre et les championnats du monde sur route. Et donc hier, la grande satisfaction, elle était avec nous hier soir. C'est bien sûr la victoire, on va la revoir, de Pauline Ferrand-Prévot. Regardez, écoutez, grand moment de bonheur pour l'équipe de France de cyclisme sur route. C'est pas moi, c'est pas possible. C'est bon, Pauline. C'est sûr que c'est moi. C'était un peu juste à la fin, donc je savais pas du tout si j'avais gagné ou pas, mais ouais, finalement ça l'a fait, donc c'est super. Je le réalise pas totalement dans ma tête encore, mais le titre de championne du monde, c'est extraordinaire. Un peu de larmes. Ouais, carrément. J'ai pas encore vu mes parents, mais je pense que quand je vais voir mes parents, c'est clair que je vais beaucoup pleurer, je pense. Bon, allez. Toi, il n'a même pas trop pleuré. Hein? T'as pas trop pleuré. Non. Super. Bravo à Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde. Elle va porter ce maillot arc-en-ciel pendant toute l'année 2015 avec le groupe de chasse lancé désormais
à la poursuite d'un Tony Martin qui a compris que l'écart n'était pas assez important. Le coureur allemand avec donc dans ce groupe de chasse un Espagnol, Daniel Navarro. On a 2 coureurs italiens, sont eux d'ailleurs qui ont un petit peu fait exploser le peloton. Gianpaolo Caruso et Giovanni Visconti sont dans ce groupe de chasse. Voici la tête du peloton, 2 coureurs belges avec Seb Van Mark et Tim Wellem. Je l'ai dit, Peter Keno, 2 Allemands, enfin un Allemand puisque Tony Martin est devant, c'est Simon Geschke. On a aussi Yuri Trofimov pour les Russes et pour le Danemark, Christopher Juhl Janssen, pour ceux qui sont des fidèles de France 3, ça doit vous rappeler quelque chose puisque le coureur danois s'était illustré notamment en attaquant lors du Grand Prix de Plouay en Bretagne. C'était le dernier week-end du mois d'août et c'est un bon souvenir pour les Français puisque à la fin, qu'est-ce qui avait gagné? Je vous le rappelle, c'est Sylvain Chavanel, capitaine de route de l'équipe de France qui s'est un peu regroupé dans ce peloton d'ailleurs. Oui, c'était important de se regrouper. On a eu un petit coup de chaud là, effectivement, sur l'accélération il y a 2 tours de l'équipe d'Italie, subitement, qui a pris les commandes du peloton, qui a mené grand train et qui donc a mis tout le peloton en file indienne. Au passage devant nous sur la ligne d'arrivée, à 4 tours de l'arrivée. Le peloton était même scindé en plusieurs parties et les Français n'étaient pas tous bien placés. Alors on s'est laissé surprendre, mais on a su se replacer maintenant alors que le peloton aura trouvé un petit peu de calme. Il semble qu'ils ont pris la mesure de la fraîcheur de Tony Martin et qu'ils se sentent capables en tout cas de pouvoir revenir dans les 2 derniers tours sur le coureur allemand. Mais une petite alerte quand même, on le savait, ce final est particulièrement délicat à négocier avec la descente notamment qui est très rapide et du coup il faut être placé absolument au sommet de cette bosse. Voilà, après l'arche ici qu'on en aperçoit au fond, eh bien on plonge vers l'arrivée, il ne reste que 4 km 500. Ça roule extrêmement vite. Michael Albazini. Voilà, on est en train de revenir. Le coureur suisse ramène le groupe de chasse sur Tony Martin. Voilà, Tony Martin rejoint. C'est donc un groupe de 13 coureurs qui est en tête à un peu plus de 40 km de l'arrivée ou un petit peu moins parce qu'on est en train de craquer du côté de Dani Navarro. Et Tim Willems également qui a craqué. Ah, les Français, Warren Barguil, qui hausse le ton ici dans cette ascension. Je vous le disais, l'équipe de France s'est retrouvée autour de son capitaine de route, Sylvain Chavanel. Il y a 2 raisons à ça. D'abord parce que c'est lui qui gère un peu la tactique mise en place par Bernard Bourreau. Et ensuite, eh bien, sur le championnat du monde, il n'y a pas d'oreillette, des explications avec le capitaine de route. Écoutez Sylvain Chavanel. C'est vrai que le rôle que je vais avoir, capitaine de route, c'est tout nouveau, donc ça me fait plaisir. Il y a une certaine reconnaissance vis-à-vis du sélectionneur Bernard Bourreau et puis de la fédération, donc ça fait énormément de plaisir. Donc je vais prendre soin des petits jeunes. C'est sans la radio, donc on va avoir une stratégie bien sûr avec l'entraîneur et après on va essayer d'appliquer ça en fonction du mouvement. Donc on a une belle équipe opportuniste avec, où on peut jouer sur plusieurs tableaux. Simon Geschke pour le groupe de tête, c'est logique, 42 secondes l'écart annoncé avec la tête du peloton entre ce groupe de tête et la tête du peloton à 40 km de l'arrivée. Normal de voir Warren Barguil, le breton. Oui, parce que malgré tout, 12 coureurs en tête et aucun coureur français. Alors on a c'est vrai de sérieux atouts pour être présent dans le final quand il y aura de la bagarre tout à l'heure, mais n'empêche qu'une échappée s'est constituée, ils sont nombreux et on a quand même un petit peu oublié d'être représenté, donc il faut réagir, c'est normal. Et toujours Tony Martin qui est ici même, il y a un tour tout à l'heure, s'était débarrassé de ses compagnons d'échappée. Seb Van Mark dans sa roue, le coureur belge. Alors on s'est regroupé, il me semble, derrière avec le retour de Daniel Navarro. On a ici 2 équipes qui ont des atouts majeurs pour la victoire finale, pour le titre de champion du monde. L'objectif, la stratégie de différentes équipes, c'est bien sûr de travailler pour un leader. Un peu différent dans l'équipe de France de Bernard Bourreau. On n'a pas un leader, on a plusieurs atouts. Les Allemands ont un leader majeur si on devait arriver avec un sprint, c'est John Degenkolb. C'est certainement une des explications du travail mené
par à la fois Tony Martin et Simon Geschke. Et du côté des Italiens, on imagine bien sûr que l'on va peut-être travailler pour un Vincenzo Nibali qui peut tout à l'heure, le vainqueur du dernier Tour de France, dans la descente, exprimer tout son talent. Mais attention, il y a eu une chute. Alors c'était en début d'après-midi, une chute dans laquelle ont été pris deux coureurs de renom. C'est Cyril Gauthier côté français et puis c'est Vincenzo Nibali côté italien. Oui, c'était assez tôt dans la course, à peine à la fin du premier tiers, et ils se sont relevés sans encombre, sans aucun problème. Ils ont repris leur place dans le peloton. Ils ne semblaient pas d'ailleurs très marqués, alors qu'ici à l'avant, Visconti incite le groupe à collaborer, évidemment. Ça l'intéresse à Visconti de pouvoir aller de l'avant, même si Nibali effectivement peut faire figure de leader dans la sélection italienne. Il n'offre peut-être pas toutes les garanties requises pour être sûr de jouer la gagne. Alors il essaie d'organiser ce groupe. Avec Peter Keno, avec ici le barbu Simon Geschke, Tony Martin, Dani Navarro est revenu. Attention à Edvald Boasson-Hagen. Par ici une saison extraordinaire, une année extraordinaire, Edvald Boasson-Hagen. Mais c'est un homme de circuit. Le voici en deuxième position dans la route, Peter Keno, habituel coéquipier dans l'équipe Sky. Mais aujourd'hui, c'est différent. On ne court pas par équipe de marque, mais par nationalité, par pays. Bon, quelquefois, c'est pas aussi clair que ça. Tiens, on parlait de Warren Barguil. On a aperçu le drapeau breton. Peter Keno, Edvald Boasson-Hagen qui accélère. Tony Martin juste derrière. Avec dans sa roue Gianpaolo Caruso, le coureur italien. C'est les Français qui font le boulot en tête du peloton, alors qu'ils sont sur le point de reprendre Tim Willems, qui a été distancé, on l'a aperçu tout à l'heure, c'était il y a quelques kilomètres. On avait également vu Warren Barguil prendre les choses en main. C'est Romain Bardet qui a pris le relais de Warren Barguil. Oui, on essaie de rétablir une situation. Les deux derniers tours et 30 secondes. L'écart, 30 secondes, c'est bien. Les coureurs français ont déjà repris 13 secondes. On rappelle qu'il y a 8 coureurs français dans ce peloton. Romain Bardet, Warren Barguil, on les a vus à l'avant. Nasser Bouhanni bien caché avec son capitaine de route, Sylvain Chavanel. Tony Galopin a couru devant. Cyril Gauthier est tombé, on l'a dit, mais il est là. Et puis Jean-Christophe Perrault, le deuxième du dernier Tour de France. Nettement accéléré lors du dernier tour que l'on a suivi en partie en direct. 35 km de l'arrivée, ça se regarde dans le groupe de tête. Toujours Tony Martin pour emmener maintenant, qui a pris le relais de Peter Keno qui est à droite de la route. Voilà, Tony Martin lui à gauche. Alors, le soleil brille à niveau, mais la chaussée reste humide et délicate, notamment au moment où les coureurs doivent passer ces bandes blanches. On a quand même une grande partie du parcours, pratiquement un bon tiers, presque la moitié d'ailleurs, qui se déroule en partie urbaine. C'est assez technique, et c'est ici même d'ailleurs tout à l'heure que Nibali et Cyril Gauthier se sont cassés la figure. Et à gauche là, du peloton, c'était le parking qui recevait les bus pour l'aire de départ des différents contre-la-montre. Le peloton se rapproche, 20 secondes de retard pour le peloton. La jonction va s'opérer sous l'impulsion de l'équipe de France, Romain Bardet et Warren Barguil qui font le boulot. Alors c'est certainement un signe, Nasser Bouhanni a dû donner des garanties. Outre le fait que l'équipe de France n'est pas représentée à l'avant, on a confiance
à ceux qui sont dans ce groupe. Nous avons perdu Geoffrey Soupe côté français. Ça peut être embêtant pour Nasser Bouhanni dans le sprint s'il y a sprint tout à l'heure, mais le reste de l'équipe est bien présente. Visconti, lui, veut redonner vie à cette échappée. Il relance l'allure. Giovanni Visconti pour l'Italie. Mais personne ne veut l'accompagner. Homme de circuit, hein, Giovanni Visconti. Il a senti le peloton se rapprocher. Giovanni Visconti, personne ne l'accompagne. Peloton emmené par Romain Bardet. L'esprit tactique, le sens tactique. On écoute Romain Bardet. Il y a beaucoup de nations qui vont être intéressées pour dynamiser la course, mais je pense qu'on assiste souvent, championnat du monde, à un gros marquage entre favoris. Donc voilà, les Français ne sont pas les favoris numéro 1. À nous d'en profiter pour saisir les opportunités dans le final. Et vraiment, avec cette dernière difficulté, placée très proche de la ligne d'arrivée, je pense qu'on peut surprendre pas mal de monde. Et les Italiens, de nouveau devant. Après les Allemands, les Italiens avec Giovanni Visconti. Se retourne souvent. On a l'air de vouloir l'accompagner. En tout cas, il y a une accélération dans ce groupe de tête. Hein, c'est le groupe de tête. Et déjà 221 km de course. À près de 39 de moyenne. C'est une nouvelle fois Peter Keno, le Britannique, le plus actif. Voilà, 20 secondes, l'écart se stabilise avec Romain Bardet et Warren Barguil. Alors qu'ici, eh bien, c'est le côté historique de Ponteferrada. Giovanni Visconti insiste, coureur de Palerme. On rappelle hein, qu'il porte les couleurs d'une équipe espagnole. On est en Espagne, il porte les couleurs de l'équipe Movistar. Se rapproche, hein, plus que 18 secondes d'avance pour les hommes de tête et un peloton dans lequel figurent quand même encore beaucoup de sprinteurs, hein, des garçons comme De Genkolb, Bonen, Malcolm Matthews, Simon Gerrans, Peter Sagan, Benatti, Ben Swift, Van Avermaet, Daryl Impey, Colbrelli, Christophe et bien sûr Nasser Bouhanni. Ça fait du beau monde. Le ménage n'est pas fait encore hein, pour les sprinteurs et surtout pour ceux qui espèrent tirer leur épingle du jeu sur une attaque. Beaucoup de nations ont encore de quoi espérer un sprint et pourquoi pas une victoire avec leurs sprinteurs respectifs. Et voilà le peloton en train de revenir sur quelques-uns de ceux qui composaient le groupe de tête. Il ne va plus rester qu'un duo en tête, Giovanni Visconti. Si Peter Keno, le Britannique, arrive à revenir sur le coureur italien. Mais ceux qui étaient tout à l'heure eh bien, en chasse derrière Tony Martin, devenu la tête de course, Tony Martin, Simon Geschke, entre autres, viennent d'être rejoints. Edvald Boasson-Hagen, voilà l'homme de tête, Giovanni Visconti. Il se retourne, il doit apercevoir Peter Keno juste derrière lui. Le soleil est là, la route est humide. Et Visconti qui attaque donc la première des deux difficultés de ce parcours. Le voilà Peter Keno. Et à deux ça ira mieux bien sûr. Et cette bosse c'est pas très dur. Hein. Elle fait 3 km 500 de long et 4,5 au niveau du pourcentage en moyenne. Voilà pour quelle raison on qualifie ce parcours de usant. Pas mal de relances et puis une montée dans laquelle on peut mettre du braquet et où il n'y a pas suffisamment de pourcentage pour faire des écarts, en tout cas pour les grimpeurs. Deux hommes en tête, Giovanni Visconti, le coureur italien, Dossard 24, Peter Keno, le Britannique.
avec ce dossard 63. Et attention, c'est en train de sortir, ça grimpe un peu. Des hommes frais, on tente de sortir en tête du peloton à 31 km de l'arrivée, de la fin de ce championnat du monde. Vous voyez, l'écart n'est plus que de 12 secondes. Et là, c'est un trio qui vient, oh, c'est même un quatuor qui vient de sortir. Prenant le relais de Romain Bardet et de Warren Barguil. Peter Kenno se retourne. Il a aperçu le contre. Ce sont les stands, hein, le ravitaillement. Un quatuor vient de sortir avec un coureur français, je pense, en deuxième position. Ouais, c'est Cyril Gauthier qui est là. Ouais. Le breton de Trégueux. L'homme des Côtes d'Armor. Ouais, il a le cuissard gauche un peu déchiré, hein, Cyril Gauthier. Et ça, c'est la queue de peloton. Ça devrait se regrouper en haut de cette côte. Cadel Evans, vous l'avez reconnu à son style, Cadel Evans qui prendra, le coureur australien en queue de peloton, qui prendra sa retraite au mois de février prochain sur le tour du Down Under chez lui là-bas en Australie. Va tirer sa révérence, lui qui a été champion du monde, hein, sur le circuit de Mendrisio en Suisse. Et ça en est presque terminé. Oui, c'est très difficile, hein, de sortir et surtout d'arriver à tenir l'allure, hein, pour tenir tête au peloton. Même les plus solides s'y cassent les dents. Tony Martin en a fait les frais. Un tour plus tard, donc, Peter Kenno et Visconti sont en train d'être repris à leur tour. Là, il va falloir être vigilant maintenant. Alors que Geoffrey Soupe vient de passer sur la ligne d'arrivée. Il n'était effectivement plus dans ce peloton. Mais il reste 8 Français dans ce peloton. Tout est permis malheureusement. Si on est un petit peu chauvin, il reste tellement de monde que tout le monde peut encore espérer être champion du monde. Il y a encore beaucoup de candidats pour le maillot arc-en-ciel. On va dire qu'on a eu un grand écrémage. Ça a accéléré, ça a un petit peu bagarré. Il y a eu quelques échappées. Général. Et Cyril Gauthier s'en va. Qui remet le faux poudre. Avec de Marquis. Voilà deux hommes qui savent ce qu'est animer une étape sur les courses à étapes, sur le Tour de France par exemple, un Dauphiné sur Paris-Nice, mais qui sont aussi des hommes de course d'un jour. En tout cas des attaquants nés. Et ça se confirme. Sur un championnat du monde, c'est un peu différent. Cyril Gauthier, lui, il aime anticiper. On écoute le breton. J'aime faire la course. Je pense qu'après, mon rôle sera sûrement d'être un peu dans l'optique de l'année dernière où j'ai essayé de sortir dans les 3 derniers tours. Parce qu'après, peut-être que quand ça sortira à la pédale, je ne serai pas forcément là. Mais en tout cas, en devançant le truc. Et puis peut-être que sur ce circuit, un coup pourrait aller assez loin. Vous n'avez peur de personne? Bah, pas spécialement, non. Il n'a peur de personne. Des interviews réalisées avec l'ami Bernard Berlier cette semaine à l'hôtel de l'équipe de France. L'équipe de France qui était tout le monde au grand complet dans un hôtel situé, très bel hôtel au niveau architectural, un petit peu frais dans les chambres, mais très bel hôtel. QG de l'équipe de France. Dani Navarro. À Léon. Dani Navarro qui vient d'être distancé visiblement alors qu'il était devant un tour plus tôt. Les efforts se paient sur un championnat du monde. On dit souvent qu'il faut produire l'effort au bon moment. Alors tous ont des objectifs à peu près différents puisque Navarro n'était pas le leader, hein. Il a assumé son rôle de coéquipier en étant présent dans cette échappée. Et l'Espagne pour l'instant ne s'est pas découverte, hein. On n'a pas vu
le bout du nez des Espagnols, hormis Daniel Navarro justement. On a aperçu Joaquim Rodriguez tout à l'heure. Oui, dans un groupe d'une trentaine. Il était présent, c'est vrai, mais rapidement rentré dans le rang. Mais aucune manœuvre n'a été lancée par les Espagnols. C'est étonnant, sur leur terre. Ils attendent probablement le tout dernier moment pour mettre l'estocade. Nous verrons bien. Alessandro Demarchi. En revanche, les Italiens, on les a vus et on les voit. S'écarte un peu, relais pris par Cyril Gauthier. Il se retourne, Cyril aperçoit un trio en train de revenir. C'est assez désordonné. C'est bien un championnat du monde. Ça fait mal, ça fait partie. Après la bosse ici, il faut être capable de remettre du braquet. Et on est au-delà des 220 km évidemment. Ça brûle dans les cuisses, c'est normal. 28 km de l'arrivée. Nous avons une page de pub pendant ce championnat du monde. Comme rien n'est encore vraiment décidé, on va en profiter pour la passer maintenant. Et puis on revient bien sûr en direct sur le circuit de Ponteferrada. Découvrez le nouveau Ford EcoSport. Le SUV compact et connecté, équipé de FordSync avec AppLink. Nouveau Ford EcoSport à partir de 169 € par mois, sans aucune condition de reprise. On fait du sport élec ensemble. Sport élec, muscle, masse. Sport élec. Quoi, encore des nouvelles bottes? Je vous ai pas raconté. Quoi? Et du coup? Balsamiq.fr, le site de mode pour toutes les morphos. Balsamiq.fr, la mode en ligne avec les femmes. Moins de 27 km de l'arrivée, toujours 3 hommes en tête avec Alessandro Demarchi et surtout Cyril Gauthier. Ça c'est la tactique de l'équipe de France. En tout cas ça fait partie des tactiques mises en place par Bernard Bourreau. Le voilà Cyril Gauthier. Oui, Cyril, c'est un baroudeur, c'est un coureur qui n'hésite pas à aller de l'avant. Comme Demarchi d'ailleurs, voilà, des garçons qui n'attendent pas le final pour passer à l'action. C'est Michael Andersen, le Danois, qui les accompagne. Absolument, et du coup il est dans son rôle de coéquipier. Il sait aussi que ça peut être une opportunité pour lui, même si on a compris que sur ce circuit, il sera très difficile d'arriver à s'échapper, d'arriver à mettre en échec un peloton qui semble vraiment très vigilant aujourd'hui. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les courses Pro Tour, ça arrive très souvent au sprint. Alors c'est moins vrai sur un championnat du monde, il n'est pas dit encore qu'il y aura un sprint massif tout à l'heure, puisqu'il reste encore un tour à couvrir, et puis surtout à 5 km, 6 km de l'arrivée, une bosse d'1 km 200 à 6,5 de moyenne, qui peut être un tremplin donc, pour des punchers. Derrière il y a une descente très rapide, et c'est ce qui pose problème justement aux sprinteurs. Non pas de suivre, mais de basculer suffisamment près de la tête pour pouvoir espérer ne pas être pris dans une cassure et disputer le sprint ensuite, si sprint il y a. Et bon, la présence de Cyril Gauthier à l'avant, c'est bien sûr rassurant pour l'équipe de France. C'est important. Tout à l'heure, il n'était pas représenté dans un groupe de 13. Cette fois, Cyril Gauthier a rétabli la situation après que Romain Bardet et Warren Barguil aient fait l'effort pour amener dans le rang les échappés. Cyril Gauthier a fêté ses 27 ans vendredi soir. Et le gâteau était de rigueur. Ça avait été le cas aussi avec Audrey Cordon. Virage bien négocié. Cyril Gauthier a eu des petits problèmes de vélo. Il a beaucoup travaillé sur le matériel, comme toujours. Il fait partie maintenant du monde du cyclisme moderne. Et que ce soit Kevin Reza ou Cyril Gauthier, ils ont eu des petits problèmes avec les patins de frein. Touché un tout petit peu la roue. C'est surtout qu'ils ont touché des vélos neufs pour l'occasion, pour les championnats du monde. On va dire que c'est une série limitée aux couleurs de l'équipe de France.
de leur équipementier et du coup il y a forcément des petits réglages à faire. Et c'était l'occasion de le faire donc durant la semaine. Pour Sylvain Chavanel, c'est un vélo orange fluo. Chacun son truc. « 1m68, Cyril Gauthier. Gros caractère. Papa depuis le début de l'année. Bout en train aussi. Le bout en train d'équipe de France cette semaine. C'est le petit nouveau. Le Guadeloupéen, c'est Kevin Reza. Ah ben justement, à propos de Kevin Reza, on nous annonce son abandon. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Il reste 7 Français dans le peloton. J'en aperçois 2 là à droite. Avec notamment Sylvain Chavanel, puisque vous parliez de son vélo fluo orange, pas difficile à retrouver. Dans un beaucoup plus petit peloton quand même. Hein, avec des Belges à l'avant. C'est-à-dire que l'écart est de 24 secondes. Un coureur français devant, mais c'est pas pour mener bon train derrière Cyril Gauthier. Il y a beaucoup de lâchés hein, dans cette côte. À l'image de Vasil Kirienka. On a l'habitude de le voir devant. Hein. Il revient, hein, Kirienka. Il revient sur la tête. oui, c'est sur la le tête trio de de tête. Ah oui. Je me disais aussi. Reza a lâché. Reza, non. Kirienka, qu'est-ce que je raconte moi? Kevin Reza, oui, dont on nous dit qu'il a, hélas, abandonné. Pas dans un grand jour. On a aperçu Tony Galopin. Coureur français avec Jean-Christophe Perrault. J'ai vu Sylvain Chavanel venir en tête de peloton, semble-t-il. Et le voilà, Vasil Kirienka, l'habituel porteur du maillot de l'équipe Sky tout au long de l'année. Coéquipier de Christopher Froome. Lieutenant, rouleur extraordinaire, un peu moins bien en 2014. J'allais dire quatrième du contre-la-montre quand même. Oui. Cette semaine. Aussi. Donc ça dénote une grande forme en ce qui le concerne aussi. Puis l'Espagne il connaît bien, il a roulé longtemps chez Movistar. Et c'est donc un quatuor qui est en train de se former en tête avec l'arrivée du Biélorusse Vasil Kirienka. Les Espagnols, on les avait pas encore vus et ça y est, il est temps parce qu'il reste bientôt une vingtaine de kilomètres. La tête de course. Cyril Gauthier qui roule pas. Hein. Pour l'instant, peut-être un petit peu à l'ouvrage dans cette ascension. Il grimace beaucoup en tout cas. Pas revenu encore, hein, Kirienka. Hein. Ah non, il revient pas. Il y a un autre coureur là, me semble-t-il, derrière c'est un Suisse, Kirienka. Les Suisses, c'est pas compliqué. Hein. Il y avait tout à l'heure Michael Albazini, il y a Daniel Wyss et Fabian Cancellara. Ils sont que 3. C'est pas Cancellara, c'est pas Albazini. C'est donc le troisième. Par contre là, il est un petit peu en panne sèche. Hein. Il met la main à la poche. C'est Albazini. Les Espagnols ont décidé de mettre un coup d'accélérateur. Voici Warren Barguil. Allez, c'est bien ce qu'il fait Warren Barguil. Ça grimace beaucoup quand même, on sent que le poids des kilomètres est bien là dans les jambes. C'est la Chavanel qui serre les dents. La Servoini qui est toujours là. Et bien là. Ça peut aussi expliquer pourquoi Cyril Gauthier ne prend pas vraiment les relais. Oui, c'est bien, c'est normal. Il pense à s'alimenter. Évidemment, c'est pas du tout du goût d'Alessandro De Marchi. On sait que
Le coureur italien aime aller emmener ses échappées jusqu'au bout. Ça, il sait faire. Alors, c'est un peu différent aujourd'hui hein, sur un circuit, sur une course comme un championnat du monde. À gagner, il sait. Hein. Révélé sur le Tour d'Italie. Confirmation il y a 2 ans sur le Dauphiné. C'était sa victoire à Risoul. Et on l'a vu très bon sur le Tour de France. Cyril Gauthier qui a gagné cette année la 2e étape du Tour du Limousin. Cyril, il lui manque une grande victoire, mais on sait que c'est un coureur de circuit. On rappelle quand même qu'il a été champion d'Europe. Hein. C'était 2008 quand il avait été champion d'Europe sur route espoir. C'était en Italie à Verbania. Il pioche un peu aussi. Hein. Prend pas de relais mais pioche un tout petit peu dès que ça accélère. Attention parce que l'écart est quand même monté à 48 secondes à moins de 20 km de l'arrivée. Oui, ça commence à faire beaucoup. Alors les Espagnols qui commencent à prendre position. Du côté de l'Espagne, en théorie, c'était tout pour Alejandro Valverde. Habitué des podiums mais pour l'instant qui n'a jamais eu la joie de remporter un titre mondial. Faire preuve de beaucoup de sang-froid pour l'instant les Espagnols pour ne pas entrer en action plus tôt chez eux sur leur terre. Allez, Warren Barguil ici. Qui a repris visiblement par l'avant-garde du peloton. Il n'est pas parvenu Warren Barguil à accrocher. Contre-attaque partie en chasse derrière les trois. Voilà l'explication. Donc Cyril Gauthier qui explique qu'il ne peut pas faire davantage. Et Kiryenka qui est toujours pas rentré. Cette explication, c'est peut-être ce qui va condamner ce quatuor désormais, puisque Vasil Kiryenka est en train enfin de revenir. Ça a été long. Avec ici de face Mikael Valgren Andersen. Cyril Gauthier, Alessandro De Marchi se retourne. C'est lui qui est le patron dans cette échappée, en tout cas dans ce groupe de tête qui n'a plus qu'un tour de circuit. C'est le dernier tour de circuit pour le quatuor Alessandro De Marchi. Mikael Valgren Andersen, le Danois, Vasil Kiryenka, le Biélorusse, et Cyril Gauthier, le coureur français. 18 km 200 encore à parcourir. Contre-attaque ici. Le peloton est tout prêt. Là on retrouve le peloton qui a bien cassé. Hein. On a perdu énormément de coureurs. Le peloton a bien cassé. On va regarder les coureurs français qui sont encore dans ce groupe. À l'image de Warren Barguil. On va surveiller bien sûr le passage de Nasser Bouhanni. Et l'écart est toujours important. 33 secondes, 35 secondes sur la ligne. Pour ce groupe avec notamment les coureurs espagnols, Simon Clark, Michael Albazini et le peloton qui est en train de passer. Nasser Bouhanni bien placé dans le premier tiers de ce peloton. Le visage détendu, il a l'air serein, sûr de lui. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Et ce sont les Polonais pour Michal Katowski qui avait déjà bossé tout à l'heure pour revenir sur l'échappée matinale, une échappée avec 4 coureurs qui a eu près de 15 minutes d'avance avant de s'écrouler. Le dernier rejoint, ça avait été Julian Quintero, le coureur colombien. Cyril Gauthier se retourne. 36 secondes, peloton à 44 secondes, faut pas tarder. Mais bon, il y a la côte qui arrive là, cette longue côte usante de 4 km. 72 coureurs encore dans le peloton.
Ça fait des candidats au maillot arc-en-ciel. Oui, puis toujours une bonne dizaine de sprinteurs. Parmi les plus redoutés ou redoutables, ils sont là, hein, De Genkolb, Sagan, Alexander Kristoff, Nasser Bouhanni bien sûr. Il y a aussi Tom Bonnen, Ben Swift, 3e du Milan-San Remo, Daniele Benatti qui s'est sprinté, Daryl Impey, Michael Matthews. Le peloton s'est regroupé, en tout cas ceux qui avaient tenté de sortir en haut de la bosse, qui avaient pris quelques mètres, on l'avait vu sur la ligne d'arrivée, eh bien ont été rejoints. Peloton, 40 secondes maintenant. Il y a surtout Michael Andersen qui bosse désormais. Je crois qu'Alessandro De Marchi a compris. Vasil Kiryenka a fait beaucoup d'efforts pour revenir sur le trio de tête. J'ai cité pas mal de sprinteurs, Thierry. Il ne faut pas non plus oublier Colbrelli, italien. Peu connu, mais très en forme en ce moment. Bon travail des équipiers, notamment des Espagnols. Regardez Fabian Cancellara, il est là en 3e position. Ah pardon, on a eu un petit souci, me dit Christophe Barrier dans le casque, un petit souci de son. Vous nous aviez perdu, on est de retour. Avec la tête du peloton emmenée par les Espagnols. On est à 15 km de l'arrivée, toujours 4 hommes en tête. Écart au-delà des 30 secondes. Ce sera bien compliqué. On rappelle qu'il y a Cyril Gauthier côté français à l'avant, mais qui ne prend pas de relais parce que l'information dans ce dernier tour, le voilà Cyril Gauthier en 4e position, qui laisse travailler Alessandro De Marchi, qui laisse travailler Michael Andersen ou encore Vasil Kiryenka qui est un peu cuit, le Biélorusse, parce qu'il est revenu, il a longtemps chassé derrière le trio qui était là pour désormais former un quatuor. Et regardez, moins de 30 secondes maintenant pour la tête de peloton. Peloton, la bonne nouvelle, je vous le disais, dans ce dernier tour, eh bien c'est que Nasser Bouhanni, le coup de poker du sélectionneur Bernard Bourreau, faire confiance sur ce circuit usant, difficile, avec 2 côtes, faire confiance à un des meilleurs sprinteurs du monde, Nasser Bouhanni, vainqueur d'étape sur le Giro, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne, sur la Vuelta cette année. Oui, c'est naturel qu'il puisse compter sur la confiance du sélectionneur et on va dire qu'il a gagné sa place très largement même.
c'est un des tout meilleurs sprinteurs du peloton, Nasser Bouhanni. Puis surtout sur la Vuelta, il a démontré qu'il était également capable de faire des sprints quand la course avait été difficile. Donc dans l'optique d'un championnat du monde, Bernard Bourreau lui a fait confiance et croyez-moi, il est déterminé, très concentré tout au long de la semaine, sûr de lui. Donc, on connaît son tempérament, donc on peut s'attendre à que de toute façon, il donne le maximum. Et puis c'est pas la seule nation, la France, qui a misé sur un sprint. Puisque la Belgique avec Bonnen et bien d'autres encore ont amené le sprinter maison quand même, au cas où. La principale difficulté pour les sprinters, ce sera d'accrocher l'accélération dans l'ultime difficulté, la dernière côte d'1 km 200, de limiter les dégâts ici et de basculer au plus près des tout meilleurs, parce que dans la descente ça s'étire, ça descend à plus de 80 km/h et après la descente il ne reste qu'1 km 500. Donc voilà, l'arrivée est tout proche. On peut considérer pratiquement qu'elle est pratiquement au sommet de la dernière difficulté, à 4,5 km de l'arrivée. Il faut être placé là-haut. Et les 4 ont perdu en moins d'1 kilomètre, quasiment une vingtaine de secondes. On peut quasiment affirmer que pour le quatuor. Mais bon, Cyril Gauthier a joué le jeu de l'équipe parfaitement bien, a respecté les consignes de Bernard Bourreau. De toute façon, c'est quasiment mission impossible d'aller au bout ici à un tour de l'arrivée, même à 4. Même si ce sont des garçons en forme et pleine d'énergie, c'est quand même compliqué. Hein. Il y a des nations qui, comme l'Espagne d'ailleurs, n'étaient pas entrées en action. Et il fallait absolument qu'elles le fassent, dans le dernier tour tout du moins. Donc c'était très compliqué pour les 4 d'espérer quoi que ce soit, à part en regroupement. Le peloton en train de revenir, emmené par les coureurs espagnols, par l'homme du contre-la-montre, Castroviero, avec les coureurs italiens juste derrière. On aperçoit aussi les Australiens. Et on avait imaginé ce scénario du côté de Nasser Bouhanni. On l'avait imaginé dans le dernier tour, encore là pour le sprint, un sprint massif peut-être. Écoutez ce qu'il nous a dit cette semaine, si il se retrouvait dans cette position. J'ai vu Bernard sur la Vuelta. Et on en a parlé longuement et je sais qu'en grande forme, j'affectionne les montées de 2 à 3 km. On peut se faire plusieurs films, ça se passe jamais pareil, donc moi je fais au feeling. Après, si il y a des collègues en plus, c'est l'idéal, c'est sûr. Si on est représenté le plus possible dans le dernier tour, ce sera l'idéal. C'est presque l'idéal. Nasser Bouhanni n'est pas tout seul. Ouais, mais regardez, tout à l'avant, on a également aperçu John de Genkolb pour la sélection allemande. Toujours bien placé. Ici dans la roue d'un coéquipier, juste à côté des Italiens. On n'aperçoit pas encore Nasser Bouhanni. Alors l'arrivée n'est pas là, hein. Ce sera tout à l'heure bien sûr, mais ça peut donner une petite indication sur l'état de fraîcheur du coureur. Dans une difficulté donnée, comme c'est le cas actuellement. De Genkolb est bien et on sait qu'avec Bouhanni, ils se sont livrés bataille sur le Tour d'Espagne assez régulièrement, jusqu'à ce que d'ailleurs Nasser quitte la course pour préparer ce championnat du monde. Du côté de l'Espagne, on essaie de revenir, on évite par tous les moyens également que le peloton ne perde de la vitesse, de l'énergie. Il faut maintenir le cap avec les 4 hommes de tête. La mission étant certainement de revenir avant la dernière difficulté pour permettre à Rodriguez, Purito donc, et Valverde de passer en action. Ça va quand même être un sacré chantier cette dernière côte. Ah, ça va monter au sprint, il y aura 2 sprints, un dans la bosse avec les punchers, ceux qui veulent éviter l'arrivée massive, et puis peut-être un autre après avec les autres, les vrais sprinters, ceux qui auront peut-être réussi à limiter justement dans cette bosse et à rentrer, s'ils n'ont pas réussi à accrocher le bon moment, à rentrer dans la descente. 15 secondes pour le quatuor Alessandro De Marchi, demande le relais à Michael Andersen.
Vasil Kirienka, Cyril Gauthier, lui toujours en dernière position, vient de se retourner, aperçoit le peloton. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il l'a très bien fait. L'équipe de France a très bien couru ce championnat du monde. Reste maintenant le plus difficile. S'imposer, gagner avec ici Yanis Aguirre. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses dans ce championnat du monde. Une échappée de 4 parties de bonheur. Un peloton qui perd 16 minutes et c'est la Pologne qui a bossé, qui a beaucoup travaillé pour Kwiatkowski, qui a réduit l'écart avant que l'Italie entre en action à 5 tours de l'arrivée. Donc il n'y a pas eu beaucoup de courses. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se retrouve avec à peu près 80 coureurs maintenant dans le dernier tour. Jean-Christophe Perrault ici à droite de la route avec le maillot d'équipe de France. Vous avez aperçu Joaquim Rodriguez et Alejandro Valverde pour les Espagnols. Ah, l'écart maintenu, 15 secondes, 10 km de l'arrivée. On ne se fait guère d'illusions pour le Quatuor. Vous parliez de Nasser Bouhanni, on parle de Nasser Bouhanni. On rêve d'un sprint massif. C'est vrai qu'il a quitté le Tour d'Espagne au bout de 15 jours, qu'il n'a plus le droit de courir. Il est en guerre avec Marc Madio, le manager de la FDJ. On sait qu'il a signé l'année prochaine en 2015 dans l'équipe Cofidis avec son poisson pilote qui n'est plus là, Geoffrey Soupe. Comment il s'est préparé? C'est la question qu'on lui a posée. On écoute Nasser Bouhanni. J'ai arrêté sur la Vuelta à la 14e étape. Après, je me suis reposé la semaine qui a suivi. J'ai fait 15 heures de vélo. Et ensuite, je suis parti en stage avec mon petit frère. On est allé à Gérardmer avec Jacques Descrions. Et là, on a accumulé des heures. J'ai fait une très grosse semaine me concernant. Et voilà, je sais que la forme est là. Il est prêt et il est là, Nasser Bouhanni. 10 km de l'arrivée sont les Italiens désormais en tête de peloton. Si j'ai bien compté, Laurent, il doit rester 5 coureurs français. Barguil, Galopin sont là, Chavanel aussi, Gauthier est devant, ça fait déjà 4, Bouhanni, Bardet, oh, il y en a même davantage. Ouais, il y en a même un peu plus. Voilà, Warren Barguil à droite de la route, à gauche de votre écran, Sylvain Chavanel dans sa roue. Ce sont les Belges maintenant qui emmènent, qui ont pris le relais des Italiens. En tout cas, un coureur belge. Attention parce que les Italiens sont en force. On s'inquiète un petit peu là, 13 secondes, c'est pas grand chose, mais on n'est pas rentré encore sur les 4 hommes de tête. Et pourtant, ils les ont aperçus tout à l'heure, à la sortie du virage, là, quand on disait on ne se fait guère d'illusions. Ah, dans cette bosse, 13 secondes, ça fait pas grand chose. 50 mètres. Alessandro De Marchi se retourne. A beaucoup bossé, hein, Michael Andersen, le Danois. Ah, des hommes de circuit, hein, comme Matti Brechel. Allez, Vasil Kirienka. Là, c'est son truc, hein, rouler. Toujours là. Il est toujours là. Il a l'impression qu'il est éternel. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 coureurs français dans le peloton, plus Cyril Gauthier devant. Ils sont encore 6. Ils peuvent espérer quelque chose aujourd'hui. Allez, dans le sillage de la moto, De Marchi, moins de 9 km de l'arrivée. Il croit toujours, hein, De Marchi. Hein. Ils sont retournés, c'est le haut de la bosse. Ouais, ça monte en 2 temps ici, il y a une petite descente, on l'a vu tout à l'heure, particulièrement rapide et sinueuse. Et ensuite l'ultime difficulté. Ouais, la sélection c'est quand même... on voit Nasser Bouhanni ici qui remonte sur la droite, qui vient se replacer juste avant de plonger dans la descente. C'est important, il le sait, il faut attaquer la bosse en tête ensuite, après le barrage pour espérer basculer au plus près des tout meilleurs. Ça va monter vite. Et Cyril qui relaie pas, qui s'inquiète beaucoup de savoir ce qui se passe à l'arrière. Ah, sans les oreillettes, c'est moins facile. Ah oui, dans une position inconfortable. Il respecte la consigne à la lettre, hein. On connaît sa loyauté. Un petit peu inquiet, on voit qu'il secoue beaucoup le vélo aussi, lorsque ça devient plus difficile. C'est son style, même s'il est certainement très fatigué.
On va y voir des signes. L'Espagne nous réussit bien. Hein. Le dernier podium français, c'est Anthony Gélin, 3e à Madrid en 2005. Et le dernier champion du monde sur route, Laurent Brochard, en 1997. C'était à San Sébastien en Espagne aussi. Oui, l'Espagne nous réussit bien. On va dire ça pour se rassurer. Ça marche bien, c'est vrai. Et Laurent Brochard qu'on salue, qui doit certainement regarder le championnat et espérer comme nous une nouvelle victoire française. L'avènement d'une star hier, d'une jeune star de 22 ans, Pauline Ferrand-Prévot. Alors elle est plus rapide sur le vélo qu'avec l'avion parce que Nicolas Vinois, rédacteur en chef de Stade 2, vient de m'envoyer un petit texto pour me dire malheureusement son avion a 1h30 de retard. Elle aura du mal à être en direct sur le plateau de Stade 2, mais elle sera en direct de toute façon sur France 3 dans tout le sport. Voilà ce fameux virage. C'est la dernière fois qu'on passe là. Pour les 4 hommes de tête en tout cas. On a pris beaucoup de précautions ici pour les 4 de tête et le peloton est tout près cette fois. Hein. Avec Kwiatkowski qui a fait la descente, Michal Kwiatkowski qui a fait rouler ses hommes très tôt aujourd'hui. C'est Stoner maintenant, il est obligé de passer à l'action. Très bon descendeur. Assez rapide au sprint aussi, mais pas autant que les véritables sprinteurs. Encore 7 secondes pour le quatuor que voici. Il est déjà rentré, Michal Kwiatkowski. Voilà, il est là. Ils sont 5 désormais en tête. Alessandro De Marchi vient d'apercevoir Michal Kwiatkowski. Il a vu la grimace d'Alessandro De Marchi en apercevant Michal Kwiatkowski. Et le peloton est là aussi. Et là, il a dû apercevoir les deux, Kwiatkowski et puis le peloton, la tête du peloton. Kwiatkowski, normalement, il devrait à nouveau essayer d'attaquer. Il a l'avantage d'avoir une 50aine de mètres d'avance sur le peloton. Après avoir pris un temps de récupération, c'est le moment. C'est sa chance, très probablement. S'il veut gagner ce championnat du monde, c'est maintenant qu'il doit y aller. Vous le disiez dans le plateau d'ouverture avec Pauline, vous le disiez, les hommes en forme, c'est Simon Gerrans qui vient de gagner au Québec et à Montréal. Il faut le faire. Fabien Cancellara, on le sait, il a... Lui, le quadruple champion du monde du contre-la-montre, il a fait l'impasse sur le contre-la-montre pour être champion du monde. Sur route, en ligne. Là voilà, Michal Kwiatkowski, seul Michael Andersen et Alessandro De Marchi peuvent s'accrocher dans la roue du Polonais. Très fort, à 6 km de l'arrivée. On est au pied de la bosse ici, hein. 1 km 200 de montée. Là, il faut une réaction du peloton rapide. Andersen, il ne va pas y arriver. Ça remonte ici maintenant, il faut être puissant là, il faut être capable de mener un gros braquet. De Marchi lâché, c'est fini. Michael Andersen, il n'y a plus qu'un homme en tête. Il est bien parti De Marchi ici. Hein. Le Polonais Michal Kwiatkowski pour l'instant seul en tête. Réaction du peloton avec les coureurs espagnols. Ça temporise beaucoup en tête du peloton. On a l'impression qu'on est un petit peu cuit quand même. Hein. Petite inquiétude, je vois pas de coureur français là en tête de peloton. Michal Kwiatkowski seul en tête à 5 km de l'arrivée. Allez, moins d'1 kilomètre pour lui jusqu'au sommet de la bosse. On s'accroche derrière avec Michael Andersen, le Danois, avec Alessandro De Marchi, l'Italien. Faut pas le laisser faire, faut pas le laisser faire. Si on ne s'organise pas en tête de peloton là, Michal Kwiatkowski peut être champion du monde. On attendait ici une attaque de Cancellara, de Valverde. Des garçons qui peuvent gagner ce championnat du monde en sortant ici. Et visiblement, ce championnat fait mal. On n'est pas véritablement capable de passer à l'attaque. Pour l'instant, il n'y a que Kwiatkowski qui a osé sortir du rang. Qui a eu la force de le faire en tout cas. Allez, Purito, Rodriguez qui attaque. Nibali qui tente d'y aller mais qui se rassied immédiatement. Allez, Joaquim Rodriguez. Il est sorti Rodriguez et ça fait mal là. On est à bloc dans le peloton. Allez, un coureur belge qui va, Van Avermaet, Gilbert qui est. De Marchi, Andersen, c'est fini. Purito en deuxième position. Et Simon Gerrans pour l'Australie. On vient d'en parler. Il est en forme. Alejandro Valverde derrière. Greg Van Avermaet. Michal Kwiatkowski. Kwiatkowski qui doit être à fond. Ah, il y a un Français là-bas, il y a un Français qui est pas loin. Il me semble que c'est Bouhanni d'ailleurs. Ça serait plutôt une excellente nouvelle. Valverde à gauche de la route, Simon Gerrans dans sa roue, Greg Van Avermaet en troisième position. Oh, c'est Galopin qui revient.
Ah, il a préparé le championnat du monde. Le voilà Tony Galopin. Il est là, Nasser Bouhanni. Il est très bien placé, Nasser Bouhanni. Voilà Warren Barguil maintenant. Il y a John Degenkolb qui est là encore. Alexander Christophe beaucoup plus loin. Tom Bonen qui a craqué. Il y a un homme en tête, hein, je vous le rappelle, c'est Michal Katowski, le coureur polonais. Le voilà. Il sait descendre celui-ci. Hein. Ça va être difficile d'aller le chercher là. Ah, on l'a vu tout à l'heure, hein, comment il est revenu sur le quatuor, hein, dans la descente. Hein. Il avait bien le parcours en tête, il le connaissait bien. 7 secondes d'avance pour Michal Katowski à 4 km de l'arrivée, ça peut lui suffire. Pas facile, oui, pas facile, mais ça peut lui suffire. Il faut absolument s'entendre. Hein. C'est Gilbert. C'est Philippe Gilbert ici pour la Belgique. L'ancien champion du monde, c'était à Valkenburg, c'était en 2012, Philippe Gilbert. De Belge, hein, dans ce groupe. Et Tony Galopin. Il y a Greg Van Avermaet qui est là aussi. Oui, oui, de Belge. Tony Galopin ici en 6e position. Il va pas rouler, Tony. Il va espérer un regroupement pour Nasser Bouhanni. Il peut miser sur ça. Et si ça arrive au sprint, eh bien, il peut jouer sa carte personnelle. Il faudra d'abord revenir sur Michal Katowski. 8 secondes, plus de 3 km de l'arrivée. Ou seulement à 3 km de l'arrivée. Il restera 2 km de plat. On sait que c'est un formidable rouleur, Michal Katowski. J'ai l'impression que le peloton est battu. Hein. L'écart est maintenu normal dans une descente parce que celui-là il descend très très bien, style particulier mais très efficace. Nasser Bouhanni est là, qui va rouler maintenant dans ce groupe. Les Allemands, ce sont les Allemands qui roulent. Parce que Degenkolb est là. Allez, Bouhanni va se caler. Alors, quand Cellara n'a pas placé d'attaque, on sait qu'il peut aller vite au sprint aussi. Peut-être que lui aussi a misé sur un sprint. Virage très large ici pour Philippe Gilbert et Katowski qui prend tous les risques. Il vient de perdre une seconde, Michal Katowski qui a été champion d'Europe junior sur route. Hein. On le rappelle, qui a été champion du monde du contre-la-montre junior. Ça passe. Valverde. Valverde, Gilbert, Galopin, Gerrans, Van Avermaet. Et le peloton qui est là juste derrière. Rien n'est fait encore. Hein. 7 secondes, écart maintenu, 1,5 km. Ça peut revenir, on l'a déjà vu. Hein. Je pense qu'il va le faire, hein, Katowski, à moins que Gilbert vraiment ait les moyens de revenir ici, de se sacrifier peut-être pour Van Avermaet. Et Tony Galopin est là, on le rappelle. Le coureur français qui est là en 2e position de ce groupe. Tony Galopin dans la route Philippe Gilbert. Les deux se connaissent bien. 5 secondes, plus que 5 secondes d'avance pour Michal Katowski qui va aborder la flamme rouge. Le dernier kilomètre avec ce fameux virage. Il est là, Katowski. Tout le monde est derrière, le peloton n'est pas loin. Tony Galopin en 2e position. On sait qu'il a particulièrement préparé ce championnat du monde, Tony. C'est son objectif de fin de saison. Il a coupé tout au long du mois d'août, à l'inverse des autres années, pour avoir encore un peu de fraîcheur. Il demande le relais. Philippe Gilbert. Il faut garder pour le sprint. Attention au jaillissement de Simon Gerrans. Attention à Valverde, Simon Gerrans qui est là. Regardez Simon Gerrans, le coureur australien. Valverde s'est retourné. Je pense que le peloton est battu. Mais Tony Galopin pas encore rêvé. Vont-ils arriver à revenir sur Michal Katowski qui se retourne? Pas sûr. Hein. Le coureur polonais Michal Katowski, 8 victoires déjà en 2014. Il le sait, il a gagné Katowski, il le sent. Michal Katowski va devenir champion du monde sur route ici en Espagne à Ponferrada. Victoire, c'est fait. Le titre de champion du monde pour un Polonais, Michal Katowski, champion du monde devant Simon Gerrans. Valverde peut-être bien encore une fois sur le podium. Tony Galopin est 6e, Philippe Gilbert 7e, Yuri Christophe 8e, Nasser Bouhanni est 9e, Fabian Cancellara 10e. Mais c'est Michal Katowski qui a réussi la fin de course absolument parfaite. Oui, quand on remet dans l'ordre le déroulé de la journée, Katowski a fait rouler ses hommes très tôt dans la journée. C'était inhabituel hein, de voir la Pologne rouler avec autorité et ça a duré pratiquement jusqu'à la bonne moitié de la course en tout cas. Et il a parfaitement joué le coup.
profitant de ses talents de descendeur, dans un premier temps parti à la descente, revenu sur l'échappée dans laquelle s'était glissé Cyril Gauthier avant de récupérer un petit peu, reprendre son souffle et attaquer à nouveau. Et il a résisté à nouveau après cette descente. C'est son point fort. Il s'est roulé, il s'est sprinté, mais c'est un fait tacticien aussi. C'est la 13e victoire de sa carrière. Hein. Il a fait un gros début de saison, Michal Kwiatkowski. Il a loupé son Tour de France. On s'en souvient, souvent à l'attaque, mais déçu un petit peu par ses résultats. Et puis finalement, il réussit sa sortie. Tony Galopin termine 6e. Alors Kwiatkowski, Gerrans en seconde position, Valverde, Mati Brechel 4e. Van Avermaet fait 5. Tony Galopin 6, Philippe Gilbert 7. Et le peloton battu hélas. Bon, le sprint a été remporté par Christophe 8e, Degenkolb 9e et Nasser Bouhanni 10e. Deux Français dans les 10 premiers, mais il y a un petit goût d'inachevé, il y a un petit goût, goût amer quand même. On le savait, hein, ce serait forcément un final tendu. Le sprint était envisageable, même probable. Vous savez, on l'a vu cette semaine dans les courses chez les jeunes, chez les filles. Ça a redonné parfois, mais pas toujours. Chez les espoirs d'ailleurs, le jeune coureur norvégien a réussi à, comme l'a fait Kwiatkowski d'ailleurs, à terminer en solitaire. Valverde à nouveau sur le podium. La 13e victoire de sa carrière, ça sera un 13 porte-bonheur hein, pour Michal Kwiatkowski, champion du monde, qui avait gagné cette année sur une étape du Tour de Grande-Bretagne, qui avait gagné le prologue du Tour de Romandie. Hein, ça explique aussi son final en solitaire, vainqueur sur le Tour de l'Algarve. C'est vrai, vous le disiez, hein, il avait été très bon en début d'année, en remportant 2 étapes sur le Tour de l'Algarve notamment. Et souvenez-vous Thierry, vous le disiez tout à l'heure, on a commenté ensemble le Grand Prix de Plouay, on l'avait vu réaliser un très beau numéro. Ça n'a servi à rien, il est parti à un tour de l'arrivée, il a fait pratiquement un tour en solitaire, un baroud d'honneur, il a fait une démonstration de force, il fallait après se faire oublier. Et la forme était là. On avait compris depuis ce jour-là qu'il pouvait faire partie des favoris pour le mondial. Eh oui. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que c'est le premier Polonais champion du monde. Hein. En tout cas sur route, en ligne. Il était optimiste à la fin quand même, même s'il relevait loin de la ligne, il arrive vraiment à ses fesses. Il était temps que la ligne arrive. Hein. Ah, c'est l'année de la Pologne. Et les Polonais sont devenus champions du monde de volleyball chez eux. Équipe entraînée par des Français. Bon, il était parmi ceux qui étaient cités dans les outsiders. Hein. Les favoris sont là. Hein. Et Valverde encore 3e, hein. Encore sur le podium, mais jamais champion du monde. Et puis là, je pense qu'il a peut-être laissé passer sa dernière chance. Alejandro Valverde, c'est son 6e podium quand même. Hein. La première fois, il avait été vice-champion du monde en 2003, 6e en 2004, 2e en 2005, 3e en 2006, 3e en 2012, 3e en 2013, 3e en 2014. Ah, vous parliez de Colbrelli. Ah, on aura des petits regrets. On aura des tout petits regrets pour... voilà, ça... Oh, il faut retirer le positif de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu quand même une équipe de France qui a su faire preuve de sang-froid, d'assurance, parce que même si elle n'a pas éclaboussé l'écran, faire la démonstration de force sur un championnat du monde, c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est le résultat final. Ils ont joué leur carte à fond. Et je pense que sur ce plan-là, Tony Galopin a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui. Dans la dernière bosse, il était présent avec les meilleurs. Et on peut dire la même chose de Nasser Bouhanni, qui a su s'accrocher, qui a su passer. Malheureusement, il y a une échappée qui est arrivée au bout aujourd'hui, tout près devant le peloton, mais voilà, ils ont sprinté pour des places d'honneur. Et le reste de l'équipe a fait son boulot également. Très bien Warren Barguil, 19e. Et puis également Cyril Gauthier, qui a été présent dans l'échappée. Je pense qu'il faut retirer le positif. L'équipe de France était ambitieuse, elle visait la victoire. Et on le sait, sur un championnat du monde, elle est toujours difficile à obtenir. Mais elle est sur la bonne voie, cette équipe de France.
On revoit le sacre de Michal Kwiatkowski. Et le dernier Polonais sur un podium, c'était Zbigniew Spruch. Ça vous dit rien, hein, Thierry? C'était quoi? C'était dans une équipe italienne, c'était à Ploué. C'était à Ploué en 2000. La seconde place au sprint. Derrière Roman Weinstein et devant Oscar Freire. Je crois que c'est le premier Polonais champion du monde. Ah oui. Kwiatkowski. Quand ils se sont mis à rouler tout à l'heure, les Polonais, alors que l'échappée du matin comptait 16 minutes d'avance, ils n'ont pas abusé la galerie. Hein. C'était tiré, ça roulait fort, l'écart s'est réduit progressivement, les échappées ne s'en sont pas laissées compter, mais elle a fait preuve d'autorité, cette équipe. Bon, il pêchait peut-être par orgueil, peut-être un petit peu trop sur deux. En même temps, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Kwiatkowski, s'il veut attaquer en finale, il a certainement intérêt aussi à ce que la course soit difficile. Malgré tout, il y a eu peu de mouvement dans cette course et ça ne l'a pas empêché en finale de mettre en avant d'abord ses qualités de descendeur. Moi, je pense que c'est ses qualités de descendeur qui lui ont permis de fausser compagnie au peloton. Ça aussi, on avait pu l'apprécier sur le dernier Tour de France. On se souvient de cette étape avec Tony Martin notamment. La dernière dans les Vosges où ils sont partis de loin dans les descentes. Ouais, c'est pas c'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un qu'on connaît bien pour le voir régulièrement maintenant avec l'équipe Omega Pharma Quick-Step. C'est quelqu'un qui brille depuis les juniors. Hein. Il est né la même année que Peter Sagan, Michal Kwiatkowski. Chez les juniors, hein, c'était deux des meilleurs du monde, hein, Peter Sagan et Michal Kwiatkowski. Hein. Je rappelle, je vous le disais, hein, chez les juniors, c'est-à-dire quand on a moins de 19 ans, il a brillé hein, en 2007, en 2008. You did an incredible descent. Tell us about the last kilometers. You know, I was just feeling great on the last lap because you know I'm really thankful to my mates. You know what they did from the beginning is just incredible. You know, I just felt great on the final and I was just going for the win, and I tried to risk, you know, because I saw some of the riders they are still calculating before the last climb. I didn't, and I won, and that's incredible, you know. Your last straight was fantastic. How did you resist to the bunch of sprinters? Oh, you know, I know that I was looking, you know, 2 days ago I was watching the under-23 race, and I knew that that's possible to arrive in the smaller group, and especially with the rain we had today, it was really risky. And yeah, you know, I just did my effort on the last climb, and I had a little bit of gap in the front of on the riders, and that's incredible. It's just, you know, I cannot believe it still. The Poles, I mean, the Polish team was very strong at the beginning of the race. What was the strategy? You know, we decided just to continue riding, to stay in the front, because I said, you know, it's I just felt great from the start, and I said there's no time to wait, we have to, you know, keep on fait le travail, et puis lui, comme il l'espérait, en fait, comme il l'avait imaginé, il a pu passer à l'attaque dans le dernier tour. Il a senti beaucoup de retenue chez les autres concurrents. Il sentait que ça hésitait beaucoup, et il a pris tous les risques dans la descente. La pluie l'a aussi avantagé. Who are you dedicating this rainbow jersey to? I think I want to dedicate, you know, this jersey to my girlfriend Agata, to my family, and of course to Poland, because that's amazing. After such an incredible season for us, I finished like that in the World Championship. Si j'entends bien, c'est dit que c'est incroyable pour nous, la Pologne, d'être champion du monde. Bien sûr, et puis dédié à son pays, à sa famille, à sa petite amie, ce titre de champion du monde. C'est incroyable, encore une fois, de pouvoir terminer la saison de cette façon. Il a déjà été champion du monde, hein, parce qu'il a été champion du monde du contre-la-montre junior, après avoir été champion d'Europe. Et en 2007, il avait gagné la Coupe du Monde UCI Junior, c'est-à-dire la dernière fois qu'elle se disputait sous cette forme-là.
C'est quand même un coureur qui est présent tout au long de la saison, il faut quand même le relever. Il a été présent dans les résultats et vainqueur d'ailleurs en début de saison sur de nombreuses courses. Il a marqué un peu le pas juste sur le Tour de France, mais en étant toujours présent dans la course, mais au niveau des résultats, c'est un peu moins étincelant que ce qu'il avait réalisé en début d'année. Peut-être un petit peu émoussé, certainement déçu de son tour. Il s'est remobilisé pour faire une belle fin de saison. On revoit. Ah, c'est la chute dont on parlait avec Cyril Gauthier. Kevin Reza aussi qui est tombé ici, vous le voyez. Voilà, illustration donc de cette équipe de Pologne qui a pris ses responsabilités très tôt dans la course. Contre toute attente, on n'imaginait pas que ce soit les Polonais qui puissent se mettre à rouler comme ça. Et puis surtout, c'était pas un tempo à moitié, hein. Ça a été une vraie poursuite. Ils ont mis beaucoup d'énergie dans la poursuite et ça a certainement permis à Kwiatkowski, qui a su attendre le bon moment, de faire l'effort comme il le fallait, parce que les organismes étaient finalement usés. On le disait, ce circuit était usant, il a été usant. Tous ceux qui ont voulu l'affronter de face comme ça, avec anticipation, comme l'a fait Tony Martin ou ici De Marquis, bien, s'ils sont cassés les dents. Il fallait savoir attendre le tout dernier tour, la toute dernière cote. Les Espagnols sont un peu passés à travers quand même. Hein. Bah, certes, Valverde est troisième, mais a bon. tout misé sur... Alors ça c'est le moment où Michal Kwiatkowski est parti. C'est le moment où il passe le sommet. Valverde a compris que c'était dangereux avec Simon Gerrans. Ceux-là, on va les retrouver à l'arrivée. Matti Brechel, hein, qui est vraiment un homme de championnat, hein, de course d'un jour. Le championnat du monde, il est toujours là hein, dans les championnats du monde. La victoire de Michal Kwiatkowski, je vous le rappelle, devant l'Australien Simon Gerrans. Alejandro Valverde est troisième. Le Danois Matti Brechel, quatrième. Le Belge Greg Van Avermaet est cinquième. Tony Galopin, sixième. Premier Français. Philippe Gilbert, l'ancien champion du monde, septième. Alexander Christophe aura réglé le sprint du peloton devant John Degenkolb et Nasser Bouhanni. Fabien Cancellara est 11e, Nasser Bouhanni 10e. Deux Français dans les 10 premiers. Warren Barguil, on le rappelle, termine 19e. Oui, 3 Français dans le top 20. On peut considérer que les Français ont quand même réussi leur championnat. Bien sûr, il n'y a que la victoire qui compte, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un coureur qui est heureux et tous les autres sont déçus, hein, croyez-moi. Championnat du monde, quand on passe près du titre, on se dit toujours après la course, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bien sûr, c'est trop tard. Et la course juste, il n'y en a qu'un qui l'a faite. Hein. C'est celui-ci, Michal Kwiatkowski. Qui sait tout faire, hein, parce que très bon dans le contre-la-montre. Très bon. Il grimpe bien. Il descend vite et il va vite au sprint aussi. Pas comme les meilleurs sprinteurs, mais il a une belle pointe de vitesse. Et Kwiatkowski, je crois que ça signifie fleur en français. Et voilà. Ben, les fleurs, c'est pour le podium. La fleur, c'est ouverte. Voilà. Lui qui aime la musique, la techno, les boissons gazeuses et qui a pratiqué le saut à ski. Bon, c'est autre chose. Il a peur de rien, quoi. Pétant qu'il descende bien. C'est un peu un kamikaze, Michal Kwiatkowski. À la belle forteresse de Ponferrada, le sacre de Michal Kwiatkowski, premier Polonais champion du monde. Notre prochain rendez-vous sur France 3 avec Laurent Jalabert, c'est le 12 octobre, dimanche 12 octobre avec Paris Tour. Et voilà donc ce podium. Michal Kwiatkowski, le nouveau champion du monde, il succède au Portugais Rui Costa. Simon Gerrans sur la deuxième marche du podium et Alejandro Valverde sur la troisième marche du podium. On va quitter Ponferrada, les championnats du monde qui auront quand même souri aux Français avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Je vous le rappelle hier, elle sera tout à l'heure dans Tout le Sport à 20h. Tout de suite, c'est du côté de chez Dev. Tout le Sport à 20h. Sixième podium à un championnat du monde pour Alejandro Valverde. Simon Gerrans qui réussit une année 2014 exceptionnelle. Et le sacre donc d'un jeune coureur de 22 ans, Michal Kwiatkowski, champion du monde ici à Ponferrada. Bonne fin d'après-midi sur France 3. Je vous laisse avec Dev et des chansons. Laurent Jalabert, à bientôt. Dans 15 jours, au revoir.